Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. 3 mai, le monde a commémoré la journée internationale de la liberté de la presse. À Kinshasa, les organisations professionnelles des médias plaident pour la révision de la loi fixant l'exercice de la presse en République démocratique du Congo. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU plaide pour la protection des journalistes. Son communiqué lu la MONUSCO dans ce journal. Invité de cette édition pour commenter l'actualité avec nous, un journaliste, Israël Moutala, c'est son nom. Il est en même temps patron, disons, directeur général du site d'information 7sur7.cd. Israël Moutala, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. 7sur7.cd est l'un des grands sites d'information en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est facile pour vous qui travaillez dans les médias essentiellement consacrés à l'Internet? Est-ce que vous avez de difficultés, par exemple, en ce qui concerne les lecteurs, en ce qui concerne ceux qui vous lisent à travers le site? Bon, on n'a pas de difficultés particulières, donc nos difficultés sont mutatis mutandi, les difficultés que connaissent les autres médias. Ça veut dire que nous avons seulement un autre canal de diffusion des informations une fois collectées, traitées. Nous les diffusions à travers Internet. C'est ça notre principale particularité. Si l'accès à Internet est très limité en République démocratique du Congo, cela limite également l'accès aux sources, à l'information. Absolument. Notre principal ennemi, justement, c'est Internet, justement, la qualité de l'Internet qui laisse à désirer et son coût prohibitif. Ça veut dire que nous sommes dans un pays d'à peu près 60 à 80 millions d'habitants, mais la fracture numérique est encore importante. Mais d'année en année, il y a de plus en plus de gens qui s'informent via Internet. Voilà pourquoi nous sommes pour la gratuité ou sinon la promotion de l'accès à Internet. Pour nous, la promotion d'un accès libre, d'un accès moins coûteux à Internet est pour nous vraiment quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Je vous le disais au sommaire, 3 mai, les professionnels des médias à l'honneur. La République démocratique du Congo a célébré de concert avec les autres nations du monde la journée mondiale de la liberté de la presse. Thème retenu par l'UNESCO, des esprits critiques dans un temps critique, le rôle des médias pour la promotion des sociétés justes, pacifiques et inclusives. À Kinshasa, capitale de la RDC, les organisations professionnelles des médias plaident pour la révision de la loi fixant l'exercice de la presse en République démocratique du Congo. Images et commentaires. À Kinshasa, la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse débute par un carnaval motorisé dénommé Carnaval de la liberté. Le carnaval est parti du siège de l'Union pour la presse congolaise en passant par le boulevard avec en point de chute le centre des ressources des médias pour la cérémonie officielle. C'est un tableau sombre que Journalistes en danger dresse de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Déjà, pour cette année, JED a enregistré plus de 69 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Pour Tivis Chivwadi, il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. Sans la paix, il n'y a pas de liberté. Que la liberté de la presse que nous prétendons célébrer depuis plusieurs années demeure, si pas à l'heure, mais en tout cas une difficile quête derrière laquelle nous courons depuis plusieurs années. On ne compte pas le nombre de cas de menaces, d'intimidation, de détentions arbitraires, des agressions physiques pouvant aller dans le pire des cas jusqu'à l'assassinat, qui font partie des dures réalités auxquelles sont confrontés journalistes et autres professionnels des médias dans notre pays. L'UNPC indique qu'aucun journaliste ne peut être tué dans l'exercice de sa profession, foi de Kasonga Chilunde, le président. Il est donc nécessaire de renforcer le système judiciaire en mettant l'accent sur la protection de la liberté d'expression et sur la sécurité des journalistes. Il ne faut pas oublier que le journaliste est un homme comme tout autre. Il n'est pas parfait. Il commet des fautes dans l'exercice de ses fonctions, comme tous ceux qui ont la charge publique le font à longueur de journée. Rien ne peut justifier qu'il soit assassiné, emprisonné, menacé, constamment mis en danger.
Chivis Chivwadi plaide pour la libération des personnes arrêtées pour des motifs liés à la liberté de la presse. Au président de la République de marquer la fin de son deuxième et dernier mandat par un geste ultime en faveur de la presse, en décrétant un moratoire suspendant les emprisonnements des journalistes pour des délits de presse autres que les incitations à la haine et à la violence. La situation de la presse est déplorable et devrait interpeller tous et chacun, dit le secrétaire général de GED. Et qu'est-ce que les professionnels des médias attendent réellement et efficacement du combat sur la liberté de la presse? Je vous propose de suivre ces réactions au micro d'Éric Ndongala. L'amélioration des conditions de travail, c'est le credo des journalistes congolais. À côté, il y a la dépénalisation de délits de presse ou encore l'accès aux sources d'information. Je veux qu'en République démocratique du Congo, que l'on vive une presse réellement libre. Lorsqu'on parle d'une presse réellement libre, une presse capable de diffuser ses informations sans être ennuyée, sans être rappelée. Nous savons que la censure existe évidemment, mais tout ce que nous voulons, que nos informations soient diffusées sans crainte. Nous avons vécu au Nord Kivu, plus précisément à Beni, à Bukavu, plusieurs fois, les arrestations de journalistes pour avoir diffusé une information sur la sécurité. Mais une information qui s'avère vraie. Et ces journalistes-là ont connu des ennuis dans ce pays. Tout ce que nous voulons, qu'il y ait une presse réellement libre en République démocratique du Congo. Ce que, à mon sens, doit faire le journaliste RD congolais pour qu'il y ait liberté de la presse, que le journaliste congolais continue sans porter les gants, sans état d'esprit, à donner de l'information. Je ne voudrais pas dire la vraie ou la fausse information, mais les faits, avons-nous appris, sont sacrés. Si le journaliste se dit que ce que je dis est la vérité, même si ça va déranger, qu'il le dise. Je me souviens des propos du feu Canal Maloula qui disait « La vérité, il faut la dire. Mais s'il faut mourir pour elle, mourir pour la vérité. » C'est ça qui est à la base des incarcérations arbitraires de journalistes. Enlevant la peur, donnant l'information. Je me répète, je ne voudrais pas dire la vraie ou la fausse. L'information, c'est l'actualité et les faits sont sacrés. Autre réaction qui concerne les pesanteurs et qui influence l'exercice correct du métier du journalisme, il y en a beaucoup. Parmi ces facteurs figurent la dépendance des journalistes aux acteurs politiques et la sacralisation des annonceurs. Hermé Onionvou, Beni Kazoloko, Orline Yoaza, Madeleine Onema, Eric Kalambay, reportage. La multiplicité des maisons de presse en République démocratique du Congo donne l'impression que l'espace médiatique est ouvert. Mais Emmanuel Badibanga, chef du département des informations à RTGA, indique que sur le plan professionnel, il y a beaucoup d'épésanteurs. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font enregistrer au quotidien. Par exemple, du côté de la création d'organes de presse, on voit tout à fait, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse en ligne, que ce soit l'audiovisuel, on a beaucoup de possibilités de croire que de ce côté-là, le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans le sens de la liberté de la presse. Mais lorsque nous rentrons dans le fin fond, c'est-à-dire dans la pratique elle-même de la profession, c'est avec beaucoup de honte et de crainte que je dis que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et d'ailleurs, nous sommes loin de sortir de l'auberge. Le journaliste congolais est pratiquement chosifié. Le journaliste congolais vit aux mamelles du mieux offrant. Qu'en est-il des sources d'information? Les professionnels des médias soutiennent l'accès aux sources d'information est limité. C'est vrai, la presse congolaise est diversifiée. Contrairement aux années antérieures, à l'ancien régime où il y avait les médias un nombre très limité. Alors cette notion-là de la liberté ou le pluralisme au niveau des médias n'est pas forcément liée à l'exercice du métier de nous, journalistes, parce que nous connaissons beaucoup d'entraves dans ce qui est
la liberté au niveau de la presse. Je prends les cas, par exemple, l'accès aux sources d'information. Pour être vraiment libre, moi je voudrais que nous, journalistes, nous puissions d'abord respecter notre code d'éthique et de déontologie, parce que si vous respectez ça, vous êtes en ordre, personne ne pourra vous inquiéter. Et aujourd'hui, ceux qui tombent dans ce piège-là sont ceux-là qui veulent faire ce qu'on appelle la presse sensationnelle. Autre défi qui ronge la presse congolaise reste le phénomène coupage qui frise l'éthique et la déontologie. Autour de nous, il y a le phénomène coupage. Autour de nous, il y a la corruption. Autour de nous, il y a toute forme de corruption qui accompagne notre travail. Et lorsque le journaliste, malgré qu'il il est professionnel, il a fait de bonnes études, il est dans un grand média ou petit média ou n'importe où indépendant, mais lorsqu'il se retrouve dans sa mission, il est obligé de porter les gants pour protéger les annonceurs. Israël Moutala, directeur général du site d'information 7sur7.cd. Sur la liberté de la presse, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire en ce qui concerne la presse en République démocratique du Congo. Mais une question aussi simple. Est-ce qu'il existera un jour une liberté de la presse en République démocratique du Congo? Absolument, je suis optimiste. Je pense que par la qualité du travail abattu par la presse congolaise, on peut justement espérer que d'ici un avenir proche, on peut avoir une presse vraiment libre, réellement libre. Qu'est-ce qui reste encore à faire? Bon, il reste à faire d'abord. C'est qui reste à faire? D'abord, nous sommes tributaires d'un environnement politique très dégradé, très abîmé. Nous sommes aussi victimes d'un environnement économique très dégradé, très abîmé, parce que l'inflation ne touche pas que les citoyens lambda, elle touche les journalistes. Ils font le travail dans des conditions très difficiles, donc la question de la viabilisation des médias est au cœur. Il y a aussi la question justement de l'environnement social, là où il y a la paix, les journalistes font le travail dans des conditions plus ou moins acceptables, mais là où il y a l'insécurité, il est difficile de faire convenablement son travail. D'ailleurs, un journaliste a perdu la vie, je crois, au Kassai. C'est à cause justement des conditions sécuritaires qui se sont dégradées. Donc d'abord, le journaliste est tributaire de l'environnement dans lequel il évolue. Et ensuite, il faudrait absolument que le journaliste, qui est le reflet de sa société, puisse s'en extirper, puisse se donner la mission d'être une sorte de boussole. Parce qu'on dit qu'on est quatrième pouvoir, mais pour être quatrième pouvoir, il faut justement travailler d'arrache-pied, et notamment la question de l'autocensure. Donc il faudrait absolument que nous-mêmes d'abord, nous puissions nous émanciper de l'autocensure. Parfois, les politiques eux-mêmes ne nous interdisent pas de faire certaines choses, mais nous-mêmes, nous nous interdisons parce que nous avons peur des emprisonnements, nous avons peur justement d'être traqués. Mais quand vous parlez de l'autocensure, c'est-à-dire, et en même temps vous demandez aux journalistes de travailler selon le code d'éthique et de déontologie, c'est pas déjà ça, ce code qui vous demande de vous autocensurer ou d'autocensurer les informations à diffuser, à écrire ou à publier? Non, ça veut dire que le problème c'est que dans la collecte de l'information et surtout dans son traitement, il y a des principes qu'il faut observer. Il faut absolument, comme l'a dit Chivis ici, par exemple, il y a des informations qui sont quand même sensibles. Des informations, par exemple, comme il a dit, des incitations à la haine ou des incitations à la violence. Il y a une façon de traiter. Moi, je vais vous donner, par exemple, des informations entre guillemets sensibles, mais qui n'étaient pas vraiment sensibles. Une information, par exemple, sur la suspension de Kanyama. C'était un blackout total. Donc, il n'y avait aucune information officielle. Personne ne voulait, au niveau de la police, assumer cette information. Pour savoir ce qui s'était vraiment réellement passé, il fallait il fallait se contorsionner, activer des relations à gauche, à droite. Mais aucune source officielle ne pouvait assumer l'information de la suspension de Kanyama. Donc, la question de l'accès aux sources d'information. Mais j'aimerais dire de manière globale, de manière générale, que le droit à l'information est un droit constitutionnel. Il appartient à la population congolaise, qui est la destinataire de cette information, de défendre
son droit constitutionnel, de défendre à ce qu'elle soit informée sur tout ce qui se fait dans le pays, sur les conditions d'exercice de la liberté de la presse en RDC. Il appartient à la population de défendre ses libertés. Est-ce que aussi longtemps que la République démocratique du Congo ne sera pas réellement démocratique, la presse aussi ne sera pas réellement libre? Et bon, est-ce que ça va de pair? Ça va de pair, ça se tient. Ça veut dire que l'intolérance dont est victime les journalistes, c'est parce que vous avez des hommes politiques qui n'ont pas encore intériorisé justement les pratiques démocratiques. Donc nous sommes un État semi-démocratique ou en voie de démocratisation. Mais regardez, on ne va pas blâmer que le pouvoir, mais regardez ce qui se passe dans nos partis politiques. Très peu sont démocratiques. Regardez ce qui se passe même dans nos associations. Très peu sont démocratiques. Donc, regardez ce qui se passe à l'université. Voilà, quand il s'agit de l'élection de chefs de promotion, voilà, il y a toujours des problèmes de transparence qui se posent, d'opacité, de corruption. Nous sommes dans une société justement qui n'a pas encore intégré justement les valeurs démocratiques et cela se ressent aussi sur la profession. Mais nous, en tant que phare, nous, en tant que quatrième pouvoir, nous devons essayer d'être exemplaires dans cet environnement plus ou moins non démocratique. Nous, en tant que journalistes, mais est-ce que ceux qui dirigent ces médias, nos patrons des médias, le savent également? Parce que les journalistes vont être butés à un problème, à des difficultés. Ça veut dire que, oui, les journalistes veulent travailler selon le respect, veulent faire ci, faire ça, mais les médias qui sont tenus par des patrons, par ceux-là même qui dirigent, et pour la plupart, ce sont des patrons qui flirtent généralement avec que ce soit l'opposition ou la majorité. Et dans cette cacophonie, comment trouver des voies et moyens pour libérer réellement ces médias et ces journalistes? Donc, là, vous avez mis aussi un autre doigt dans comment dirais-je, dans la plaie, dans une des plaies qui gangrènent nos médias. Bon, le problème, c'est que vous avez des patrons qui sont proches de la majorité présidentielle et des patrons de médias qui sont proches de l'opposition. Bon, du moment que de manière individuelle, ils peuvent être proches de tel courant politique ou tel, ça ne dérange pas. Mais le problème, c'est que leur engagement personnel politique privé, justement, se fait ressentir sur les lignes éditoriales, sur leurs médias respectifs. Je veux bien qu'il y ait des médias proches de l'opposition, des médias proches de la majorité, mais une chose doit être sacrée, ce sont les faits. Donc ça veut dire que je pense que c'est dans des papiers d'opinion ou dans des papiers d'opinion qu'on doit ressentir justement une différence dans le traitement. Mais il y a aussi peut-être certains angles, mais qui doit justement faire ressortir cette différence d'un média qui est proche de l'opposition ou proche de la majorité. Mais je vais donner un exemple. Quand il y a par exemple, on décrète des journées ville morte dans cette ville ici, que vous soyez média de l'opposition ou média proche de la majorité, ce sont des faits qui démontrent qu'il y a eu ville morte. Mais alors souvent, il y a des médias qui n'en parlent même pas. Il y a des médias qui n'en parlent pas. Qui n'en font même pas allusion. Et il y a alors des que les qui boutiques sont restées donc, fermées, moi, les bureaux, le pas... transport en commun n'ont pas travaillé. Là... Mais le soir, à la télévision, on vous montre que la ville était non, là, je pense normale. que c'est une forme c'est malhonnête. Donc, parce que là, les faits sont sacrés. Peut-être que dans l'explication, maintenant, ils peuvent dire que voilà, il y a eu ville morte, mais cette ville morte n'est pas le fait d'une adhésion, mais l'effet d'une contrainte. Il y a moyen maintenant, selon maintenant que vous êtes un média proche de la majorité ou de l'opposition, vous pouvez maintenant donner une explication au succès, entre guillemets, de cette ville morte, en disant que c'est le fait peut-être d'une contrainte. Les gens ont eu peur de sortir parce qu'ils avaient peur que leur voiture soit caillassée, ils avaient peur, par exemple, pour ceci. Donc là, dans les explications, mais les faits doivent rester les faits, ils sont sacrés, il ne faut pas les dénaturer. À côté des médias locaux, il y a aussi les médias communautaires qui œuvrent en milieu rural. Quelles sont les difficultés auxquelles ces médias font face et comment l'UNPC compte-t-il aider ces radios? Réponse avec Adelin Boma, il est coordonnateur du FRPC. Les radios communautaires, autant que les médias locaux, connaissent d'énormes difficultés dans leur fonctionnement. Des difficultés relatives aux taxes et à leur reconnaissance par la loi. Adelin Boma, secrétaire général des radios de proximité du Congo, explique. Comptons aujourd'hui 470 radios
communautaires répertoriés, membres de la Fédération des radios de proximité du Congo, dont je suis le secrétaire permanent. La grande difficulté, c'est le fait que la loi 96 ne reconnaisse pas cette catégorie de radios. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes considérés au même titre que les médias, commerciaux, puisque la loi parle des médias officiels et des médias privés pris au sens des radios et télévisions commerciales. Or, la réalité des radios communautaires est arrivée après la mise en place de cette loi-là, donc jusqu'ici, nous ne sommes pas encore reconnus. Ce qui fait de nous une surtaxation dans la façon dont nous sommes considérés. Et alors, nous plaidons pour la reconnaissance légale de ces radios-là et nous nous battons pour cela afin que ces radios soient considérées par rapport à leur sens, à leur éthique et à leur mission, qui prolonge même la mission de l'État, mais sans être prise en charge, pourtant menacée de tous bords. Jusqu'ici, notre plaidoyer est encore au niveau de la loi. Il y a une loi qui est déjà déposée au Parlement, une loi dans laquelle les radios communautaires occupent tout un chapitre pour qu'ils soient considérés. C'est ça le premier plaidoyer. Et le reste est avec les associations, les institutions des recettes publiques pour demander un échelonnement pour le paiement de ces fameuses taxes, car les radios ne sont pas en mesure de payer ça du coup. Certains ne pourront pas considérer ça comme étant un pas vers la liberté de la presse parce que comparativement aux pays qui nous entourent, les pays africains, prenons l'exemple du Congo-Brazzaville, le pays d'en face, autant des médias en République démocratique du Congo, que ce soit les médias locaux comme on en a parlé, les médias communautaires, ce n'est pas déjà ça une première victoire de la liberté de la presse? Bon, je dirais que le problème pour nous, ce n'est pas d'avoir une presse quantitative, c'est d'avoir une presse qualitative, une presse de qualité. Comme on peut bien se rendre compte, ici au Congo, les médias, souvent, sont les fêtes, la plupart des médias sont tenus par des hommes politiques. Et c'est des médias qui ont été créés une fois qu'ils ont accédé à la gestion de la res publica. Donc, ce n'était pas une quête d'information, mais c'est d'abord une quête de marketing politique, de visibilité. Donc, beaucoup d'hommes politiques, une fois accédés au pouvoir, ils voulaient se maintenir au pouvoir, ils voulaient justement utiliser ces médias comme des instruments de leur propre propagande politique, et ils en ont créé. Voilà. Mais on n'a pas, nous, en tant que Congolais, en tant que RDC, nous avons dit, nous avons fait le choix d'être un État démocratique. Et donc, nous, on n'a pas arrivé nos yeux vers le Congo-Brazza, qui n'est pas un modèle de démocratie. On n'a pas arrivé nos yeux vers le Burundi, qui n'est pas un État démocratique, encore moins le Rwanda. Et donc, nous, c'est à nous d'affirmer notre ambition. C'est à nous de dire que si nous voulons que notre pays prospère, que notre pays va de l'avant, que les valeurs de transparence, que les valeurs d'impunité, comment dirais-je, que les valeurs de sanctions, que les valeurs de courage soient promues dans notre société, il faut qu'il y ait une pluralité d'opinions, une pluralité d'opinions qui s'expriment à travers les médias. Et donc, on doit viabiliser les médias, on doit absolument promouvoir la liberté la liberté de la presse. Et je m'aurais ajouté juste un mot en disant qu'aujourd'hui, il est encore de plus en plus difficile de jongler avec la vérité, de prendre des libertés avec la liberté, avec la vérité, avec l'éclosion non seulement de réseaux sociaux, mais des médias sociaux. Parce que en un clin d'œil, quand vous dites une fausseté, les réseaux sociaux, avec une photo et tout ça, ou avec une vidéo, on vous ridiculise en montrant que vous avez menti. Et l'opinion est presque unanime sur le non-respect de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Certains Kinois supposent qu'il faut une bonne politique pouvant améliorer les conditions sociales des journalistes afin de contribuer à la liberté de la presse. Marie-Laure Moulumba, Doudou Kassouba, reportage. En marge de la célébration de cette journée, dans les rues de la capitale, l'opinion reste unanime sur le non-respect de la liberté de la presse. La frange des Kinois interrogés avoue que les journalistes ne sont pas réellement libres dans la pratique de leur métier. Ce reportage est loin d'être un sondage. Aujourd'hui, dans notre pays, à mon avis, il n'y a pas la liberté de la presse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand un journaliste
se donne la charge de dénoncer quelque chose, bien une information qu'il a vue avec les yeux, les autorités l'interdit d'exercer son travail. Pendant le journaliste, moi je pense que c'est basala musala mabe, basala musala malamu bazali, basala musala mabe bali. Mais pendant le liberté presse, bon, batu basa pena liberté na roloba. Parce que nanda mabete, au moins il est là propos monsieur Zawana, mutakoki ko loba ngote, poaso bangelo mo songolo pakala. Bon, après ça, la mona ba journaliste na biso, bazala liberté. Ozomona, parce que au moins que la réalité au moins sur le terrain. Bilwa journaliste, bon ça la plein droit ko loba clairement ouvertement à la télévision. Pour ba ba kama bena malamu ezabi, parce que presse on de musa makambo. Mais bino so journaliste, bon loba ka toujours l'intérêt à batu mususu. Na côté population ba loba ma clarté makambo, bon loba la bina ngote. Quelque part ba journaliste bazana plaisir au sa musa na bango comme il faut. Mais moi ba imperfection za moi mingi. Le lot au monde na Congo awa pour presse au sala musala comme il faut. Faut patron à na bino télévision yo bien à radio à l'appartenance à la famille politique au bazana pouvoir. Tandis que ceux qui boza ba to musala presse ya ba patron na bango baza ba opposition. En tout cas quelque part tozo mona penza vraiment malamu te. Pour ko kata kata ba chaîne ko kanga kanga ba journaliste en tout cas ils ont ma passe. Israël Moutala, les conditions de travail. Dans quelles conditions travaille le journaliste congolais? Ah non, il faut le dire haut et fort. Les journalistes travaillent dans des conditions déplorables. Ils n'ont pas de bons bureaux pour la plupart. Et même dans certains bureaux, il n'y a pas de bonnes toilettes. Voilà. Et le salaire des journalistes est médiocre. Il ne correspond pas à la qualité du travail abattu. Les journalistes n'ont pas de sécurité sociale. Les journalistes ne sont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas d'avenir parce que pour la plupart, ils ne cotisent pas à l'ONEM, à l'INSS. Les journalistes n'ont pas de caisse de solidarité santé, voilà. Ça veut dire que quand un journaliste tombe malade, gravement malade, il doit son salut à la générosité des hommes politiques ou tout ça. Et il faut casser ça. Il faut absolument que pour se soigner, pour se nourrir, pour se loger, pour éduquer ses enfants, que les journalistes n'aillent pas à dépendre du coupage, n'aillent pas à dépendre des hommes politiques. Ils doivent, en tout cas, c'est une des raisons principales sur laquelle il faut que, en tant que journaliste, nous travaillons sur la viabilisation des organes de presse, et ça passe par la publicité, ça passe par... Il faut absolument réglementer... Est-ce que la loi ne peut pas être contraignante, par exemple, pour créer une chaîne de télévision ou une radio ou son site internet? Parce que tout le monde peut créer son média et engager des journalistes. Et à la fin, il n'y a pas de salaire, et à la fin, il n'y a pas de conditions. Mais ces journalistes sont à la merci des pots de vin, à la merci de la corruption et même du coupage. Est-ce que la loi ne peut-elle pas être contraignante pour ceux qui pourront peut-être créer dans les jours à venir ou même assainir le milieu? Parce qu'il devient facile en RDC de devenir journaliste, de devenir patron des médias. C'est comme un jeu d'enfant. Non, le problème c'est que justement la loi ne doit pas être liberticide non plus. Ça veut dire qu'on a vu même des médias qui sont des vieux médias, mais dont les conditions... socio-économiques, social-économiques des journalistes ne sont pas du tout réluisantes. Donc la question n'est pas là. On peut partir avec un petit média, avec une meilleure organisation et être viable. On a des grandes structures qui sont là depuis longtemps mais qui ne sont pas viables, où les salaires ne sont jamais payés, ou même quand ils sont payés, ils sont, on ne peut pas appeler ça salaire. Donc c'est son réalité. Mais la responsabilité de l'État, c'est d'abord essayer d'abaisser comment dire, tout ce qu'il y a comme charge fiscale, parafiscale et tout ce qu'il y a comme taxes par-ci par-là. Je suis patron d'un média que je qualifie d'un petit média, voilà, mais il faut payer les impôts sur les salaires, il faut
tout le temps l'administration pour tel document. Bref, et je pense que pour les médias, il faudrait que le gouvernement puisse peut-être prendre de loi fiscale qui nous soit favorable, parce que pour une subvention, je ne crois pas. Et l'aide à la presse, quid de l'aide à la presse? Bon, pour l'aide à la presse, je ne vois pas la faisabilité. On est d'abord, on va mettre une cagnotte pour distribuer, pour quelle fin? Je ne suis pas favorable. Les aides à la presse, je suis favorable plutôt, comme je le dis, pour des conditions allégées, des conditions fiscales et des conditions administratives allégées pour permettre aux journalistes de faire leur travail. La journée de la liberté de la presse est également invitée à la rencontre de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. La MONUSCO exige la formation des personnalités fortes pour faire barrage à la désinformation ambiante. Dans un communiqué publié ce mercredi, le secrétaire général de l'ONU demande à toute personne de se battre en vue de défendre le droit à la liberté. Antonio Guterres insiste sur la protection des journalistes pour permettre le changement au monde à travers leurs écrits et images de vérité. Albert Omba, Hermione Nianvou, reportage. 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Le secrétaire général de l'ONU lance un appel pour que cessent toutes les formes de répression à l'endroit des journalistes. Dans un communiqué rendu public le mercredi par la mission onusienne en République démocratique du Congo, le numéro 1 de l'ONU demande à tout le monde à se battre pour défendre le droit à la vérité. Moi, je crois que c'est au niveau de la presse qu'on doit se battre pour arracher donc de plus en plus, j'allais dire, des espaces de liberté pour pouvoir exercer son travail. Je lisais quelque part il n'y a pas très longtemps que la liberté de la presse ne se donne pas, elle ne s'acquiert pas, il faut vraiment se battre pour la faire progresser effectivement. Arrangement particulier de l'accord du 31 décembre, la MONUSCO prend acte de la signature du 27 avril 2017 au Palais du Peuple, mais fait remarquer que la totalité des parties de l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas encore approuvé le document. Nous souhaitons un consensus et une inclusivité beaucoup plus importante au niveau des signataires de l'accord, ce qui permettrait en fait de progresser dans la mise en œuvre à travers donc les arrangements particuliers. Donc nous voulons voir une inclusivité beaucoup plus importante au niveau donc de la signature de ce document. Cela nous permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Côté humanitaire, 57 millions de dollars américains ont été alloués à RDC pour le fonds humanitaire en 2016, indique OCHA. Un financement qui a couvert le besoin humanitaire des provinces de la République démocratique du Congo. En politique maintenant, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, confirme le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi le 12 mai prochain, malgré qu'aucun compromis ne soit trouvé avec le gouvernement. L'annonce a été faite au cours d'une matinée politique mardi au siège du parti par le secrétaire général. Abordant la question politique, Jean-Marc Akabound soutient que l'accord du 31 décembre était un espoir pour le peuple. Il appelle les Congolais à se prendre en charge et à ne pas se laisser distraire par des beaux discours. Depuis le décès d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles le 1er février dernier, le rapatriement de son corps reste un sujet polémique entre, d'une part, le gouvernement congolais et, d'autre part, sa famille biologique et son parti UDPS. Les deux partis affichent des positions inconciliables, mais le secrétaire général de l'UDPS se veut rassurant pour le rapatriement de la dépouille de l'opposant historique le 12 mai prochain. Nous sommes rassurants et nous pensons que le 12, la dépouille mortelle du président Tshisekedi atterrira à Kinshasa. Et pour ce fait, nous demandons aux Kinoises et Kinois de se préparer en conséquence. Et je demande que l'opération Rameau et Banderole pour l'accueil de la dépouille du président Tshisekedi soit relancée. Revenant sur les enjeux politiques de l'heure, Jean-Marc Akabound invite les Congolais à se prendre en charge. Pour lui, l'accord de la Saint-Sylvestre demeure l'espoir du peuple. L'accord du 31 décembre était un espoir pour notre peuple. Et par là, je demande au peuple de se prendre en charge, de ne regarder ni à gauche ni à droite, car l'avenir de ce pays
et entre ses mains, les mains du peuple. Méfiez-vous des discours, méfiez-vous des déclarations. Nous risquons de traverser une longue transition, comme ça a été le cas avec Mobutu. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas berner par n'importe quoi que ce soit. Pour rappel, l'arrangement particulier a été signé le 27 avril dernier pour la mise en œuvre effective de l'accord de la CENCO sans la participation de l'aile limitée du rassemblement. Et la mission des Nations Unies en RDC se dit disposée à apporter son appui sécuritaire pour le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi avec la coopération de la police nationale congolaise. Le directeur de l'information publique de la mission onusienne, Charles-Antoine Bambara, l'a affirmé ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Israël Moutala, rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi, enfin, des obsèques nationaux. Mais d'abord, il n'est pas sûr que le corps sera rapatrié le 12 comme le souhaite ou comme le clame le secrétaire général de l'UDPS, Kabound, parce que même l'avion dans lequel le cercueil va embarquer, il faudra qu'il ait l'autorisation des autorités aéronautique sur place. S'il n'y a pas ce certificat là-bas, même l'avion ne va même pas survoler le sol congolais. Donc moi je pense que cette question est une question qui a été fortement politisée, mais je pense qu'il faut que les uns et les autres mettent leur dans leur vin. Et pour moi, les grands hommes n'ont pas besoin de sépulture. Leur mémoire, leur combat parle pour eux. Donc que Tshisekedi, où que soit enterré Tshisekedi restera Tshisekedi, son combat parlera pour lui, les valeurs démocratiques qu'il a défendues parleront pour lui. Et donc moi je ne me fais pas beaucoup de soucis autour de cette question qu'on a surévaluée. On va terminer par la liberté de la presse. Les professionnels des médias plaident pour la dépénalisation de délits de presse. Mais quand on dépénalise de délits de presse, ça veut dire que vive l'anarchie. On sera obligé, les professionnels des médias, pour certains, de décrire tout ce qu'on veut. On se croirait dans une jungle où il n'y a pas de loi. Déjà aussi, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça sera aussi compliqué à gérer. Bon, c'est pas très compliqué. Ça veut dire que, par exemple, je suis média en ligne, je n'écris pas n'importe quoi, bien que j'ai une certaine liberté de ton, mais je n'écris pas n'importe quoi. Ça veut dire que parce que je sais d'abord que on ne peut pas, il est difficile de me fermer, j'ai mille et une façons de contourner la loi, mais c'est une question de responsabilité. Mais il ne faudra pas aussi que les gens confondent les réseaux sociaux aux médias sociaux. Nous, en tant que médias, sociaux, ça veut dire que nous collectons l'information, nous la traitons comme les médias classiques, mais nous, c'est la diffusion. Quelqu'un qui a son blog n'est pas un média. Quelqu'un qui a un site, entre guillemets, d'information, qui donne des informations sur la santé, tout ça, s'il n'est pas journaliste, c'est pas un média. Donc, un média, il faut d'abord être journaliste, et pour respecter les règles de l'art dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Mais malgré cela, est-ce que vous ne sentez pas cette concurrence? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient journaliste, et l'information est à la portée de tout le monde, avec son smartphone, son ordinateur, etc., son iPad. Tout le monde devient journaliste parce que tout le monde diffuse les informations sur la toile. Oui, donc ça ne fait pas une concurrence aux médias, aux journalistes. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux ont bouleversé la façon de diffuser l'information et même de la traiter, parce que nous avons des formats courts, nous éclatons ça en plusieurs angles, mais pour faciliter, parce que nous estimons que le consommateur de l'information sur son smartphone ou sur son ordinateur est pressé, il est surchargé, donc on a des formats. Mais c'est ça, vive l'éclosion de la liberté de la presse, vive les médias en ligne, vive la liberté de la presse. Moi je pense qu'il appartiendra justement au consommateur final comment dirais-je, d'arbitrer les médias qui l'informent sainement, qui l'informent dignement. Et donc, c'est le consommateur final qui va déterminer qui est média et qui ne l'est pas in fine. Dernière question pour terminer. Pourquoi tous les procès d'assassinat des journalistes n'aboutissent jamais en RDC? Bon, d'abord...
des enquêtes judiciaires? D'abord, nous avons un système judiciaire faible. C'est là aussi, c'est parce que le régime politique a vassalisé le pouvoir judiciaire. Mais il n'y a pas que les journalistes. Je connais plusieurs meurtres dans cette capitale qui n'ont jamais été élucidés. Je connais aussi plusieurs rapports qui n'ont jamais connu un début d'aboutissement. La grande question, c'est que quand nous sommes dans un pays comme celui-ci, si on n'est même pas en mesure, quand on verbalise quelqu'un, de prendre ses empreintes digitales, on est encore à l'âge de la pierre taillée pour élucider les enquêtes. Merci beaucoup Israël Moutala d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision, commenter l'actualité avec nous, directeur général du site d'information 7sur7.cd. Israël Moutala est en même temps journaliste. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de présenter cette édition. Je vous retrouve le dimanche prochain pour l'édition de la rétrospective. Vous suivrez après ce journal la revue de presse dans une sélection de Tapi Lutunou, un commentaire de Hermione Yanvou. Vous nous suivez également sur Le Bouquet, CP La TV, canal 98, disponible dans 24 pays à travers le monde. Merci à vous qui nous suivez à partir de Paris en France et particulièrement à Madame Kiki Kibambi. Bonsoir. Obsèque de Tian Tshisekedi, le secrétaire général de l'UDPS écrit au gouverneur de la ville. Forum des As révèle que dans une correspondance à André Kimbuta, Jean-Marc Kabunda Kabund appelle le patron de la capitale à assurer la sécurité des obsèques de Sphinx de Limité dont la dépouille arrive le 12 mai. Une information confirmée par la tempête des tropiques qui précise que l'UDPS tient que l'inhumation de son président puisse avoir lieu au siège du parti. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux renchérit le palmarès, s'appuie sur le cas du professeur Biangani Tampon, inhumé dans l'enceinte de l'université chrétienne Cardinal Malula, située sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu, pour justifier le choix de la permanence pour enterrer Tian Tshisekedi. À l'UDPS, on affirme même que les travaux de construction du caveau destiné à accueillir la dépouille de Tian Tshisekedi ont déjà commencé. Pour l'avenir, le secrétaire général de l'UDPS s'est contredit. Le quotidien indique que ce qui étonne plus d'une personne, c'est le ton utilisé par Jean-Marc Kabunda Kabund qui, selon le journal, croit être dans un jardin d'enfants où tout lui est permis. Le secrétaire général de l'UDPS confond l'information pour une manifestation publique et l'enterrement qui requiert une autorisation au préalable, précise le quotidien. Formation du gouvernement Tchibala, viendra pas, s'exclame la prospérité, qui rappelle que plusieurs fois annoncée et décalée, la publication du nouveau gouvernement reste suspendue sur toutes les lèvres. Le journal s'intéresse à Valentin Moubake, qui, d'après le quotidien, redevient radical après avoir été dribblé. L'ancien conseiller de Tian Tshisekedi multiplie des déclarations qui n'arrangent pas, selon le tabloïd, ses amis de la majorité présidentielle. L'actualité en province, le gouverneur du Haut-Lomami sur une chaise éjectable. Selon le palmarès, la plénière sur la motion contre Célestin Mbouyou aura lieu ce jeudi, accusé entre autres de malversation de fonds alloués par le pouvoir central pour les investissements dans la province. Le gouverneur a été convoqué pour se défendre contre la motion de censure qui a été initiée à sa charge par les élus de sa province.